Le matin où le monde cessa d'avoir un sens dans le village de St. Mary Mead commença, comme la plupart des matins, par le chant des oiseaux dans le jardin derrière la maison de Miss Marple. Assise à sa fenêtre depuis 6h30, comme à son habitude, elle observait les premiers rayons du soleil caresser ses rosiers et écoutait le chœur familier des moineaux dans la haie d'aubépine. C'était le 23 septembre, et l'air portait cette fraîcheur particulière qui précède l'installation définitive de l'automne, une vivacité qui aiguisait tout, y compris l'esprit. Elle avait d'abord remarqué la glycine. Elle poussait contre le mur sud de Gossington Hall, le grand manoir gris qui trônait au cœur de la vie villageoise depuis 2 siècles. En été, la glycine fleurissait en cascade de pétales d'un violet pâle, et les villageois s'arrêtaient sur le chemin pour l'admirer, s'émerveillant de sa magnifique résistance aux tempêtes hivernales. Mais ce matin, Miss Marple avait remarqué par sa fenêtre que quelque chose clochait. Les feuilles, qui auraient dû être vertes et vigoureuses à cette époque de l'année, commençaient à jaunir sur les bords, un flétrissement qui témoignait d'un dommage important aux racines. Elle en avait parlé à sa gouvernante, Madame Jelly, qui avait secoué la tête et dit que c'était sans doute dû au gel tardif qu'elles avaient toutes constaté la semaine précédente. Mais Miss Marple avait déjà vu des dégâts causés par le gel, et cela n'y ressemblait pas. Cela semblait être quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait touché la plante elle-même. Elle n'y avait pas davantage réfléchi sur le moment. Elle avait pris ses tartines et son thé léger et s'était installée pour tricoter des carrés pour la kermesse paroissiale, selon le vieux modèle que sa mère lui avait appris. La kermesse avait lieu le samedi et Madame Harding, qui organisait ce genre de choses avec une précision militaire, avait tenu à avoir suffisamment de carrés. La nouvelle est arrivée juste avant 10h. Madame Jelly apparut sur le seuil, le visage arborant cette expression particulière que Miss Marple avait appris à reconnaître au fil des années passées au village. Ce mélange d'excitation et de choc qui signifiait qu'un événement vraiment remarquable s'était produit. « Miss Marple, dit-elle en respirant bruyamment, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. » Edmund Ashworth est mort, dit Miss Marple d'une voix calme. Madame Jelly la fixa du regard. Comment le saviez-vous? La façon dont vous avez rajusté votre tablier ces 5 dernières minutes. La façon dont vous êtes entré sans frapper. La façon dont vos mains tremblent. Miss Marple posa son tricot. Il n'était pas en bonne santé, n'est-ce pas? Pas depuis l'été. Je l'ai vu à l'exposition florale et il avait l'air amaigri. Ce n'était pas une mort naturelle. Madame Jelly baissa la voix, bien que personne dans la pièce voisine ne puisse l'entendre. « Un empoisonnement » disent-ils. « Son propre thé. » Miss Marple sentit ces mots l'envahir comme de l'eau froide. « Son propre thé » répéta-t-elle. « On l'a trouvé dans le petit salon. » Lady Ashford. Enfin, c'est elle qui l'a trouvé. Elle était entrée avec son plateau repas et il était affalé dans ce fauteuil près de la fenêtre. On a appelé le médecin, mais il n'y avait plus rien à faire. Madame Jelly marqua une pause pour souligner les faits. Et le gendarme? Le gendarme Graves a immédiatement fait venir l'inspecteur Bacon de Mellington. On dit que c'était à cause de quelque chose dans son thé, sa propre théière, celle qu'on lui préparait tous les matins à 7h. Qui est arrivé ce matin? C'est bien ça, Miss Marple. Madame Pemberton, la femme du vicaire, prépare le thé tous les matins. Elle le fait depuis des années, depuis l'arrivée d'Ashworth au village. Elle l'apporte à 6h30, comme toujours. Mais ce matin, elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et n'est pas venue. Alors, c'est la gouvernante, Madame Hartwell, qui a préparé le thé à sa place. Mais la gouvernante travaille chez Ashworth depuis presque 2 ans, depuis l'arrivée de Lady Ashford. Elle nous a été recommandée par une agence londonienne, très respectable, très discrète, plutôt réservée. Madame Jelly se pencha en avant. On dit qu'elle est dévouée à Lady Ashford, qu'elle ferait n'importe quoi pour elle.
Miss Marple assimila ces informations avec la minutie qu'elle accordait à toutes les autres, les classant dans ce précieux répertoire mental qu'elle avait mis sa vie à organiser. Edmund Ashworth. Cet homme, qui avait fait fortune dans le transport maritime, était revenu 3 ans auparavant dans son village natal pour acquérir Gossington Hall. Il était devenu un mécène important de la paroisse. Ses dons avaient permis de restaurer le toit de l'église, de financer la nouvelle salle des fêtes et de faire réaliser le vitrail en mémoire de son frère défunt. Il était connu pour sa générosité envers les œuvres caritatives locales et pour son caractère difficile lorsqu'on le contrariait. Il avait épousé Clara Bennett, de 30 ans, sa cadette, 18 mois auparavant. Clara était la fille d'un fermier du village, une de ces vieilles familles d'agriculteurs qui, en 3 générations, n'avaient rien produit de remarquable, jusqu'à ce que Clara, avec ses cheveux noirs et ses traits saisissants, attire le regard d'Edmund Ashworth lors d'un goûter paroissial. Le mariage avait fait couler beaucoup d'encre au village. Certains y voyaient un mariage d'amour. D'autres soupçonnaient des motivations tout autres. Miss Marple, comme toujours, s'était abstenue de tout jugement, préférant observer plutôt que spéculer. Mais à présent, Edmund Ashworth était mort, et son propre thé l'avait tué. « L'inspecteur Bacon voudra parler à tout le monde, » dit Miss Marple. « Il le fait toujours. Il est déjà là. Il est arrivé il y a 1 heure, avec 2 autres hommes du comté. Ils interrogent actuellement le personnel de maison. » La voix de Madame Jelly baissa encore davantage. Et Lady Ashford est dans un état épouvantable. Ils ont dû appeler le docteur Whitmore pour qu'il lui donne quelque chose pour la calmer. « Docteur Whitmore, » murmura Miss Marple. « Il était à l'école avec Edmund Ashworth, n'est-ce pas? Ils étaient dans la même année au lycée. Ils étaient amis autrefois, il y a longtemps, avant qu'Ashworth ne parte faire fortune. Whitmore est resté au village et est devenu médecin. Mais il ne s'apprécie plus du tout depuis l'affaire avec Robert. »« Robert » dit Miss Marple. « Le neveu d'Edmund. Le mouton noir de la famille. Le fils du frère d'Edmund. Il est venu vivre à Gossington Hall il y a 2 ans, quand Edmund l'a recueilli. Le père de Robert est mort criblé de dettes, et le garçon n'avait rien. Edmund lui a offert un toit, un emploi, une pension. Et qu'a fait Robert? Il s'est endetté, a joué, et s'est ridiculisé au bal de mai au printemps dernier. Edmund l'a mis à la porte en juillet. On ne l'a plus revu au village depuis. Miss Marple examina attentivement cette suite d'événements. Un homme riche, éloigné de sa famille, marié à une femme beaucoup plus jeune et dépendant de son personnel pour l'organisation de ses journées. Un neveu criblé de dettes et plein de ressentiments. Une gouvernante employée depuis 2 ans. L'épouse d'un pasteur qui préparait le thé du matin, mais pas le jour fatal. Et un médecin qui connaissait la victime depuis l'enfance et qui avait eu affaire au neveu. C'était un arrangement classique, d'après l'expérience de Miss Marple, classique et dangereux. La glycine de Gossington Hall est en train de mourir, dit-elle soudain. Madame Jelly cligna des yeux. Quoi, mademoiselle? Rien. Miss Marple prit son tricot. Merci de me l'avoir dit, Madame Jelly. Je me tiendrai au courant. À midi, le village s'était transformé en un théâtre de murmures. Miss Marple se rendit au centre du village pour observer le phénomène, comme elle le faisait toujours en cas de troubles inhabituels. Les vitrines des magasins exposaient leur assortiment habituel de pain, de fromage et de conserves, mais les femmes rassemblées devant la poste parlaient à voix basse, d'une voix réservée aux scandales et aux tragédies. Elles tournèrent la tête à l'approche de Miss Marple, non par impolitesse, mais sous l'effet de cette faim particulière qui naît lorsque l'ordinaire est bouleversé par l'extraordinaire. « Bonjour, Miss Marple », dit Madame Bell, la factrice qui avait un accès direct à tous les potins du village grâce au service postal. « Bonjour, Madame Bell, c'est une triste affaire. »« Quelle horreur, Miss Marple, vraiment affreuse.
Madame Bell jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que son auditoire était convenable. J'ai toujours dit que ce mariage avait quelque chose d'étrange. Un homme de l'âge d'Ashworth qui épouse une jeune fille qui pourrait être sa fille. Et elle, fille de fermier. Sans vouloir offenser les Bennett, on ne parle pas de la noblesse là. Ce n'est pas naturel, n'est-ce pas? Ça arrive, a déclaré Madame Dodd, la propriétaire de la boulangerie. Ça arrive même assez souvent. Des hommes aisés et des femmes plus jeunes. Mais par amour? Vraiment, Madame Dodd? Madame Bell secoua la tête. Ma nièce, qui travaille à la grande maison, m'a dit que Lady Ashford était dans son bureau hier soir, assez tard. Ils se disputaient. Ma nièce était en train de monter le charbon pour le feu et elle a entendu des voix s'élever. Des voix qui s'élèvent à propos de quoi? C'est bien la question, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire une chose, M. Ashworth n'allait pas bien ces derniers temps. Il était à la réunion du conseil paroissial mardi dernier et il n'a pratiquement pas dit un mot. Il était assis là, les yeux rivés sur ses papiers, l'air très préoccupé. Il était peut-être malade, hasarda Madame Harding, la responsable du bazar paroissial, qui avait le don de trouver des interprétations charitables. Il avait l'air souffrant à l'exposition florale. Il avait l'air d'un homme qu'on empoisonne lentement, a déclaré Madame Bell d'un ton neutre. Les femmes se turent. Le mot avait été prononcé. Et qui, dit lentement Madame Dodd, voudrait empoisonner Edmund Ashworth? Voilà la question qui inquiétera l'inspecteur Bacon, j'en suis sûr. Il y a aussi l'épouse, bien sûr. Jeune épouse sans ressources, son mari est très avare. Le mois dernier, on a parlé d'une réduction de l'allocation pour les bijoux. Y a-t-il eu des discussions? Oh, il y a eu des rumeurs. Le genre de rumeurs qui circulent quand une femme demande quelque chose qu'elle n'obtient pas. Madame Bell esquissa un sourire. Et puis, il y a le neveu, Robert Ashworth, celui qu'Edmund a recueilli puis mis à la porte. Il doit de l'argent à la moitié du village. Et il y a la femme du vicaire, Madame Pemberton, qui préparait le thé de M. Ashworth tous les matins depuis 3 ans, et qui, par hasard, ne se sentait pas bien le matin de sa mort. Les gens tombent malades, Madame Bell. Il n'y a rien de suspect là-dedans. N'est-ce pas? Madame Pemberton a toujours été en parfaite santé. Elle s'occupe des fleurs à l'église, aide à l'école du dimanche, tricote pour la tombola. Pas un jour de congé. Et le seul matin où elle ne vient pas préparer le thé, M. Ashworth est empoisonné. Vous suggérez... Je ne suggère rien. Je constate simplement que la coïncidence est remarquable. Miss Marple en avait assez entendu. Elle fit demi-tour et regagna lentement la rue du village, son esprit rassemblant les fragments d'informations en un schéma encore flou, mais qui commençait à se dessiner. La femme du vicaire. Madame Pemberton, une villageoise, connue pour son efficacité discrète, ses œuvres de charité, son mari dévoué. Elle avait préparé le thé d'Edmund Ashworth tous les matins pendant 3 ans. Elle ne l'avait pas fait le matin de sa mort. Et à présent, elle était absente du village, alitée par une mystérieuse maladie. Coïncidence, pensa Miss Marple. Ou autre chose? L'inspecteur Bacon arriva au cottage de Miss Marple cet après-midi-là, ayant entendu dire, par le bouche à oreille du village, que la vieille fille était considérée comme une autorité en matière d'affaires locales. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, à l'esprit méthodique et à la réputation de rigueur qui lui avait été bien utile dans la police du comté. Il accepta l'invitation à prendre le thé de Miss Marple avec le sérieux que convenait l'occasion. « C'est une affaire difficile, Miss Marple, » dit-il en acceptant la tasse et l'assiette de biscuits que Madame Jelly avait préparées. « Les empoisonnements sont toujours complexes. Il y a rarement une arme à examiner, rarement des preuves matérielles autres que les symptômes. Et dans un village comme celui-ci, où tout le monde se connaît, le réseau de relations est compliqué. Je peux l'imaginer.
Vous vivez ici depuis longtemps. Vous devriez connaître les principaux protagonistes. Oui, je les connaîtrai dans une certaine mesure. Bacon consulta son carnet. Permettez-moi de vous résumer ce que nous avons établi jusqu'à présent. Monsieur Ashworth a été retrouvé vers 8h30 ce matin par son épouse, Lady Ashford. Il était assis dans son fauteuil au salon, la tasse et la soucoupe posées sur la table à côté de lui. La théière se trouvait sur le buffet, où Madame Hartwell, la gouvernante, l'avait laissé après avoir apporté le plateau à 7h15. Lady Ashford était restée dans sa chambre jusque-là, se préparant pour la journée. Avait-elle pris son petit déjeuner? Non. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas faim ce matin et qu'elle n'était pas descendue à la salle à manger. Elle avait l'intention de prendre le thé avec son mari dans le salon, mais lorsqu'elle est arrivée à 8h30, elle l'a trouvé mort. Et la facture de la femme de ménage? Madame Hartwell a déclaré avoir préparé le thé comme d'habitude. Monsieur Ashworth était très exigeant quant à son thé, le préférant fort et sans sucre, et l'avoir apporté sur un plateau dans le salon à 7h15. Elle a quitté la pièce et n'y est revenue qu'après la découverte du corps. Elle se trouvait dans la cuisine, supervisant la préparation du petit déjeuner. Le poison aurait-il pu se trouver dans la théière avant qu'elle ne prépare le thé? C'est possible. Madame Hartwell affirme que la théière était propre lorsqu'elle l'a utilisée. Elle l'a lavée elle-même la veille au soir, comme elle le fait tous les soirs. Et la tasse? La tasse dans laquelle M. Ashworth a bu? La tasse a été envoyée au laboratoire londonien pour analyse. Nous devrions avoir les résultats demain. Miss Marple prit en considération ces informations. Vous avez mentionné Madame Pemberton, la femme du vicaire. Je crois savoir qu'elle prépare habituellement le thé de M. Ashworth. Oui, elle le fait depuis l'arrivée de M. Ashworth au village. Elle fait sa tournée en personne tous les matins à 6h30. Mais ce matin, elle n'est pas venue. Elle a envoyé un message disant qu'elle ne se sentait pas bien. Et son mari, le vicaire, était-il au courant de cet arrangement? M. Pemberton dit qu'il était au courant, oui. Il dit que sa femme a toujours été serviable envers la noblesse locale. Cela fait partie de ses œuvres caritatives, dit-il. Trouve-t-il étrange qu'elle ne soit pas venue ce matin? Il dit qu'elle a subi beaucoup de stress ces derniers temps. Apparemment, à cause des finances de la paroisse. Et elle souffre de maux de tête. Miss Marple fit lentement tourner sa tasse de thé dans sa soucoupe. « Inspecteur Bacon, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. » Madame Pemberton avait-elle une raison personnelle de préparer le thé de M. Ashworth tous les matins? Faisait-elle simplement preuve de charité? Ou y avait-il autre chose, un lien entre eux antérieur à cet arrangement? Bacon la regarda avec un intérêt nouveau. Vous insinuez qu'il y a peut-être eu une relation antérieure. Je suggère que les gens agissent rarement par pure charité, inspecteur. Il y a toujours quelque chose de plus profond, un besoin, une attente, une vieille dette qu'on rembourse discrètement. Madame Pemberton est mariée au vicaire depuis 15 ans. Elle n'a pas d'enfant. Elle est respectée dans le village pour son travail au sein de l'Église et de diverses organisations caritatives. Rien dans son passé ne laisse présager. Suggérer quoi? Bacon hésita. Suggérer quoi que ce soit d'inconvenant. Miss Marple ne dit rien. Elle sirota son thé et regarda par la fenêtre le jardin où les oiseaux chantaient toujours comme si rien n'avait changé au monde. Lady Ashford a rendu visite à Miss Marple le même après-midi. Il était inhabituel pour la dame de Gossington Hall de se rendre au cottage d'une institutrice retraitée. Et Miss Marple comprit aussitôt qu'il s'agissait d'un geste de désespoir plutôt que de politesse. Lady Ashford arriva dans un état de maîtrise apparente. Ses cheveux noirs soigneusement relevés, ses vêtements de deuil impeccables, son visage pâle mais serein. Mais ses mains la trahirent. Elles tremblèrent légèrement lorsqu'elle déposa ses gants sur la table et elle évita de regarder Miss Marple directement.
Veuillez vous asseoir, Lady Ashford. Vous devez être épuisée. Je n'ai pas l'habitude d'être soupçonnée de meurtre, Miss Marple. La voix de Lady Ashford était calme, mais on y percevait une lueur d'inquiétude, colère, peur, ou les deux. L'inspecteur Bacon m'interroge depuis 2 heures. Il m'a demandé où j'étais quand le thé a été préparé. Il m'a demandé si je m'étais disputé avec mon mari. Il m'a demandé si je savais quelque chose de ses affaires financières. Il fait son travail. Il me traite comme si j'étais un criminel. Vous n'êtes pas une criminelle. Vous êtes veuve et vous êtes sous le choc. Miss Marple versa du thé et lui tendit la tasse. Vous avez trouvé votre mari mort ce matin. C'est une épreuve terrible pour quiconque. Lady Ashford accepta le thé d'un léger hochement de tête. J'aimais mon mari, Miss Marple. Quoi que l'on puisse dire de notre mariage, quoi qu'on croie savoir de notre situation, je l'aimais. Je l'ai épousé par amour. Pas pour son argent, pas pour sa position. Je l'aimais. T'aimait-il ? La question était directe, peut-être même plus directe qu'elle n'aurait dû l'être, mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que la franchise révélait parfois plus que la subtilité. Je crois que oui, dit lentement Lady Ashford. À sa manière, il n'était pas démonstratif, mais il était gentil avec moi. Il m'a offert un toit. Il était généreux quand je lui demandais quelque chose, même s'il ne disait pas toujours oui. Sobie son. Mais, même s'il ne disait pas toujours oui, répéta Miss Marple. Lady Ashford serra plus fort sa tasse de thé. Il gérait l'argent, il y faisait attention. Il disait que c'était à cause de son neveu, à cause des jeux de Robert, parce qu'il ne voulait pas que l'histoire se répète. Mais il était toujours prudent, avec tout. Y compris sa santé ? Lady Ashford la regarda d'un air sévère. Que voulez-vous dire ? On a dit qu'il avait l'air souffrant au Salon des Fleurs le mois dernier. On a dit qu'il était sous pression. Était-il malade, Lady Ashford ? Je ne sais pas. Les mots sortirent rapidement, presque sur la défensive. Il ne m'a jamais parlé de sa santé. C'était un homme discret. Et Robert, le neveu ? Edmund vous a-t-il déjà parlé de son neveu ? Le nom frappa Lady Ashford comme un coup de poing. Elle posa sa tasse de thé avec une telle force que la porcelaine tinta dans sa soucoupe. Robert ne me concerne pas. Edmund l'a chassé, et tant mieux. Il était une mauvaise influence dans la maisonnée. Il empruntait de l'argent et ne le remboursait jamais. Il était grossier avec les domestiques et irrespectueux envers Edmund. Je suis ravi qu'il soit parti. Mais il reste le neveu d'Edmund. Si quelque chose arrivait à Edmund, Robert pourrait espérer hériter de quelque chose. Robert ne s'attendait pas à hériter. Edmund l'a clairement fait comprendre en le chassant. Il y avait une lettre légale de l'avocat d'Edmund, stipulant que Robert était déshérité. Mais si le testament stipule autrement... Le testament d'Edmund me lègue tout. Je suis l'unique bénéficiaire. Robert ne reçoit rien. Miss Marple assimila ces informations en silence. La veuve hérite de tout. Le neveu est déshérité. L'épouse a les moyens et le mobile, mais aussi l'occasion. Si elle a préparé le thé elle-même le matin du meurtre, ou si elle avait accès au poison avant ce matin-là. Y avait-il quelqu'un d'autre qui aurait pu souhaiter la mort de votre mari, Lady Ashford ? Quelqu'un qui avait un grief, un différend, un secret ? Je ne sais pas. Lady Ashford se leva en ramassant ses gants. Je ne sais pas qui voulait la mort de mon mari, Miss Marple. Mais je sais que je ne l'ai pas tué. J'étais dans ma chambre. J'étais seul. Je n'avais aucune possibilité d'empoisonner son thé. Mais vous aviez un mobile, Lady Ashford. Vous êtes sur le point d'hériter de tout. Je n'hériterai de rien si je suis emprisonné pour meurtre. À quoi bon la richesse si je passe ma vie en cellule ? Elle s'arrêta sur le seuil, et lorsqu'elle se retourna, les larmes lui montèrent aux yeux. Je comprends pourquoi on me soupçonne. Je suis jeune,
J'ai épousé un riche vieillard, et maintenant, ce riche vieillard est mort. C'est une histoire parfaite, n'est-ce pas? La jeune arriviste qui a empoisonné son mari pour son argent. Mais ce n'est pas la vérité, Miss Marple, ce n'est pas la vérité. Elle est partie sans attendre de réponse. Assise seule dans son cottage, Miss Marple écoutait le chant des oiseaux et le tic-tac de son horloge et réfléchissait à l'évolution de l'enquête. Lady Ashford avait un mobile et l'occasion de passer à l'acte. Elle s'était disputée avec son mari la veille de sa mort, comme l'avait confirmé le témoignage de la servante. Elle était l'héritière légitime. C'était elle qui avait le plus à gagner de sa mort et qui connaissait le mieux son quotidien. C'était, pensa Miss Marple, une affaire en or pour l'accusation. La jeune épouse, le vieux mari, le thé empoisonné, le neveu déshérité tapi dans l'ombre comme suspect secondaire, criblé de dettes et de ressentiments. L'inspecteur Bacon allait bâtir son enquête autour de Lady Ashford. C'était la piste la plus évidente, et la police suivait toujours la piste la plus évidente en premier. Mais quelque chose dans cette affaire troublait Miss Marple. Non pas les faits eux-mêmes, ils étaient assez clairs, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose dans l'agencement du salon, peut-être. La théière sur le buffet, la tasse et la soucoupe près du fauteuil du défunt. Le récit de la gouvernante sur la façon dont elle avait tout préparé avant de partir. Et la femme du vicaire, Madame Pemberton, qui préparait le thé tous les matins, mais ne l'avait pas fait le jour fatal. Elle était tombée malade au moment précis où elle avait pu se disculper. Madame Pemberton, qui connaissait Edmund Ashworth depuis plus longtemps que quiconque dans le village. Miss Marple songea à la glycine de Gossington Hall, dont les feuilles se flétrissaient et jaunissaient malgré les soins attentifs des jardiniers. On avait porté atteinte à la plante elle-même, à quelque chose de profond et de fondamental. Elle songea au village, à ses commérages et à la façon dont la vérité se dissimulait toujours sous la surface des paroles et des croyances. Elle pensa à Madame Pemberton, qui était à l'église dimanche dernier, dirigeant la répétition des cantiques avec sa compétence tranquille habituelle, et qui était maintenant clouée au lit par une maladie apparue précisément au moment le plus opportun. C'était un arrangement classique, pensa de nouveau Miss Marple. Classique et dangereux, et encore mal compris. Mais une théorie se dessinait entre elles. Une théorie qui donnait un sens aux preuves telles qu'elles les comprenaient à ce moment-là. Une théorie qui désignait clairement et logiquement le responsable. Lady Ashford, la jeune épouse, la suspecte idéale. C'était, se dit Miss Marple, la seule théorie qui tenait la route, et elle la suivrait où qu'elle l'amène. Les jours qui suivirent la mort d'Edmund Ashworth s'écoulèrent dans un climat de deuil et de suspicion propre au village en temps de crise. La vie continuait, les magasins ouvraient, les enfants allaient à l'école, le courrier était distribué, mais sous cette apparente normalité, tout avait changé. On parlait à voix basse, on s'observait avec une attention nouvelle, on calculait, on pesait le pour et le contre, on s'interrogeait. Miss Marple observait tout depuis sa fenêtre, son jardin et lors de ses rares visites au centre du village, où les commérages allaient bon train et les spéculations se multipliaient. Elle bénéficiait d'un respect qui s'était accru depuis la mort de Miss Marple. On savait que l'inspecteur Bacon la consultait, ce qui lui conférait une autorité qu'elle n'aurait jamais revendiquée. On sollicitait son avis sur les petites choses, comme si sa perspicacité sur les grandes questions pouvait, d'une manière ou d'une autre, éclairer les moindres détails. « Miss Marple », lui dit Madame Harding lors de la réunion concernant les arrangements floraux jeudi, « que pensez-vous qu'il va se passer ? Quant à l'affaire, je pense que l'inspecteur Bacon s'intéressera d'abord aux suspects les plus évidents. Lesquels ? L'épouse, bien sûr, et le neveu, Robert. Il est endetté et plein de ressentiments, et il a été mis à la porte il y a à peine 2 mois. Il a toutes les raisons de souhaiter la mort de son oncle.
Miss Marple ajusta une tige de chrysanthème dans le vase devant elle. « J'avoue que je ne pense pas qu'il soit de ce genre. Quel type? Le genre de personne capable de commettre un tel acte. Robert Ashworth est un bon à rien, à ce qu'on dit. Il dépense sans compter et ne travaille pas du tout. Mais il y a une différence entre souhaiter la mort de quelqu'un et le tuer. Robert n'en aurait pas le caractère, la froide détermination, la planification. » Madame Harding hocha lentement la tête. « Vous voulez dire qu'il n'aurait pas pu le faire? Je dis que je serais surpris qu'il l'ait fait. Mais la police pourrait avoir un avis différent. Il était sur les lieux, non? Une semaine avant le décès, il était venu parler d'argent avec son oncle. » L'inspecteur Bacon a posé des questions à ce sujet. Robert affirme qu'il n'est jamais allé plus loin que le poste de garde. Il a été refoulé par la gouvernante. L'était-il? Madame Hartwell affirme lui avoir dit que M. Ashworth ne recevait pas de visiteurs, et il est parti sans faire d'histoire. Mais certains pensent qu'il ment. D'autres croient qu'il s'est introduit dans la maison et a trouvé le moyen de mettre du poison dans la théière en douce. Miss Marple examina attentivement cette possibilité. Robert Ashworth, introduit secrètement dans la maison, ayant accès à la cuisine et à la théière, s'échappant avant d'être aperçu? En théorie, c'était possible. Mais en pratique, la maison était vaste et bien pourvue en personnel. La présence d'un étranger n'aurait pas échappé à l'attention. Madame Hartwell était extrêmement vigilante en matière de sécurité. Les domestiques connaissaient parfaitement leurs tâches. Une intrusion furtive aurait été quasiment impossible. À moins, pensa Miss Marple, que Robert n'ait bénéficié d'aide de l'intérieur de la maison. « Parlez-moi de Madame Hartwell, » dit-elle, « la gouvernante. Agnès Hartwell. Elle est au service des Ashworth depuis l'arrivée de Lady Ashford. Très efficace, très dévouée. Elle nous a été recommandée par une agence londonienne et M. Ashworth était satisfait de son travail. Elle gère la maison avec une grande précision. Et sa relation avec Lady Ashford? Sont-elles proches? Elle semble bien se comprendre. Madame Hartwell est dévouée à sa maîtresse. Je crois que c'est le mot juste. Elle ferait n'importe quoi pour Lady Ashford. Certains villageois l'ont remarqué. Miss Marple assimila cette information. Dévouée. Le mot était lourd de sens. Une gouvernante dévouée pouvait être poussée par une affection profonde pour sa maîtresse à entreprendre des actions qu'elle n'aurait jamais envisagées autrement. Une gouvernante dévouée pouvait mentir pour sa maîtresse, dissimuler des preuves, ou même... Non, elle s'emballait. Rien ne prouvait que Madame Hartwell ait agi de façon répréhensible. On supposait seulement, compte tenu de son dévouement apparent, qu'elle aurait pu le faire si on le lui avait demandé. Mais quelqu'un avait empoisonné le thé d'Edmund Ashworth. Quelqu'un avait versé de l'arsenic ou un autre poison dans la théière ou la tasse, de telle sorte qu'il soit mort avant même que sa femme ne le découvre sans vie dans son fauteuil. Le poison était là, les moyens étaient à disposition. L'occasion existait pour celui qui avait préparé le thé ou pour quiconque y avait eu accès après sa préparation. Lady Ashford en avait l'occasion. Lady Ashford avait un mobile. Lady Ashford était la suspecte évidente, et Miss Marple se surprenait à croire de plus en plus qu'elle était la véritable coupable. Mais il fallait aussi prendre en compte le cas de Madame Pemberton. Depuis le jour du décès, Miss Marple pensait sans cesse à la femme du vicaire. Madame Pemberton, qui avait préparé le thé d'Edmund Ashworth tous les matins pendant 3 ans. Madame Pemberton, qui ne l'avait pas fait le matin de sa mort. Madame Pemberton, qui était tombée malade au moment précis et était restée alitée depuis, sans recevoir de visite ni faire d'apparition publique. Il était possible que sa maladie soit réelle. On tombe malade, ça arrive. Mais l'expérience de la vie villageoise de Miss Marple lui avait appris que la maladie pouvait être aussi bien une excuse qu'une réalité, que les gens s'allongeaient
parfois pour éviter les questions auxquelles il ne pouvait répondre sans risque. Que savait Madame Pemberton d'Edmund Ashworth? Qu'avait-elle su pendant 3 ans pour occuper ce rôle si particulier dans sa vie quotidienne? Pourquoi, parmi toutes les femmes charitables du village, était-ce elle qui préparait son thé du matin? Il y avait là des questions auxquelles Miss Marple n'avait pas encore de réponse. Mais elle était certaine que ces réponses étaient importantes. Madame Pemberton n'était pas une simple spectatrice. Elle faisait partie intégrante du schéma et sa maladie s'inscrivait dans ce schéma. Vendredi matin, Miss Marple alla rendre visite au vicaire. Le révérend Harold Pemberton l'a reçu dans son bureau, une pièce exiguë à l'arrière du presbytère, imprégnée d'odeurs de vieux livres et de tabac à pipe. C'était un homme mince d'une 40aine d'années, à l'allure nerveuse, qui avait la fâcheuse habitude de toucher ses lunettes lorsqu'il était mal à l'aise. Miss Marple l'avait toujours trouvé bien intentionné, mais un peu dépassé par les événements. La paroisse était plus grande qu'il ne l'avait imaginé en acceptant le poste, et sa femme prenait en charge une grande partie du travail d'organisation qui lui aurait autrement posé problème. « Quelle gentillesse de votre part, mademoiselle Marple », dit-il en lui offrant une chaise. « Je crains que ma femme ne reçoive pas de visite. Elle est très souffrante depuis mardi. Je suis désolé d'apprendre cela. J'espère que ce n'est rien de grave. Le médecin dit que c'est de l'épuisement nerveux. Elle a subi une pression énorme, les finances de la paroisse, le bazar d'automne, les costumes de la chorale pour la crèche vivante. Tout cela est devenu trop lourd à porter pour elle. Je vois. » Miss Marple accepta le thé que le vicaire lui servit, sans toutefois le boire. « Monsieur Pemberton, puis-je vous poser une question concernant la relation de votre femme avec Monsieur Ashworth ?» Le vicaire resta immobile. « Que voulez-vous dire? Elle avait l'habitude de lui apporter son thé du matin tous les jours. C'est inhabituel, n'est-ce pas, qu'une épouse de pasteur rende un tel service à un paroissien? » Oui, c'était inhabituel. Il retira ses lunettes et les nettoya avec un mouchoir, un geste qui lui permettait d'éviter son regard. Mais ma femme est une femme d'une grande compassion. Quand M. Ashworth est arrivé au village, il était isolé. Il n'avait ni famille ni amis. Ma femme sentait qu'il avait besoin de quelqu'un pour veiller sur lui, pour s'assurer qu'il mangeait correctement et qu'il avait de bonnes habitudes. Alors, elle a proposé de lui apporter le thé tous les matins. C'était un geste de charité. Et il a accepté. Je crois qu'il était reconnaissant. Il n'a jamais objecté. Cet arrangement a duré 3 ans, et tous deux semblaient satisfaits. Vous n'avez jamais trouvé cela étrange? Qu'est-ce qui est particulier? Votre femme, une femme mariée, qui va tous les matins chez un célibataire pour lui apporter le thé. Voilà le genre de situation qui peut faire jaser dans un village. Pemberton rougit. Mademoiselle Marple, je dois vous demander d'être prudente. Ma femme est une femme vertueuse. Sa réputation est... Je ne suggère rien d'inapproprié, Monsieur Pemberton. Je constate simplement que cette situation était inhabituelle, qu'elle a perduré pendant 3 ans, et que, le matin du décès de Monsieur Ashworth, votre épouse n'est pas venue lui préparer le thé. Elle a fait savoir qu'elle était souffrante. À présent, elle reste alitée, sans recevoir de visite, tandis que la police enquête sur un possible empoisonnement. Le vicaire posa ses lunettes, les mains visiblement tremblantes. « Vous insinuez que ma femme a quelque chose à voir avec la mort de M. Ashworth. Je pense qu'elle pourrait en savoir quelque chose. Elle lui a préparé son thé tous les matins pendant 3 ans. Elle connaît ses habitudes, ses préférences, ses faiblesses. Elle saurait si quelque chose n'allait pas. Ma femme est malade. Elle ne peut pas répondre aux questions. Ne le peut-elle pas? Ou ne le fera-t-elle pas? » Pemberton se leva de sa chaise, le visage pâle. « Je pense que vous devriez partir, Miss Marple. Ma femme ne se sent pas bien. Elle n'a pas besoin d'être importunée par ces questions. » Monsieur Pemberton. Miss Marple ne bougea pas. « Je ne suis pas votre ennemi.
J'essaie de comprendre ce qui est arrivé à cet homme tué dans ce village. Mais je ne peux le comprendre sans connaître toute la vérité sur les arrangements qui existaient entre votre femme et M. Ashworth. S'il y a quelque chose que vous me cachez, quelque chose qui explique pourquoi votre femme lui préparait son thé tous les matins et pourquoi elle était absente le matin de sa mort, je dois le savoir, Coab. Le vicaire resta longtemps silencieux. Puis il se rassit lourdement, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. « Il y a quelque chose, dit-il doucement, quelque chose que ma femme m'a fait promettre de ne jamais révéler. Je vous écoute. Edmund Ashworth n'a pas toujours été l'homme qu'il paraissait être. 25 ans auparavant, avant de partir pour Londres et de faire fortune, il était fiancé. La jeune femme était issue d'une bonne famille du village. Elle s'appelait Eleanor Marsh. Et elle est morte. Enfin, son corps a été retrouvé dans la rivière un matin, et on a supposé qu'il s'agissait d'un accident. Elle avait passé la nuit précédente à marcher au bord de l'eau, et elle est tombée à l'eau et s'est noyée. C'était très triste, et tout le monde la pleurait. Edmund avait le cœur brisé. Il a quitté le village peu après, et n'y est pas revenu pendant de nombreuses années. Miss Marple sentit un froid l'envahir. Mais ma femme connaissait Eleanor Marsh. Elles étaient amies. Et avant de mourir, Eleanor a confié quelque chose à ma femme. Elle lui a dit qu'elle allait rompre ses fiançailles avec Edmund. Elle allait lui annoncer qu'elle avait découvert quelque chose à son sujet, quelque chose qui le rendait inapte à être son mari. Qu'a-t-elle découvert? Ma femme n'a jamais rien su. Eleanor est décédée avant de pouvoir le lui dire, et la mère d'Eleanor, qui aurait pu le savoir, a été tuée dans un accident de train l'année suivante. Le secret est mort avec elle. Jusqu'au retour d'Edmund Ashworth. Oui, et ma femme, une amie d'Eleanor, estimait avoir un devoir. Un devoir envers la mémoire d'Eleanor. Celui de faire en sorte que si Edmund Ashworth avait commis un acte répréhensible toutes ces années auparavant, la vérité finisse par éclater. Elle le surveillait. Elle l'observait. Pendant 3 ans, elle lui préparait le thé, l'observait et guettait le moindre indice qui aurait pu révéler ce qu'Eleanor avait découvert. Mais elle ne trouva jamais rien. Edmund Ashworth était prudent, ou bien il avait trop bien dissimulé ses secrets, ou bien il n'y avait tout simplement pas de secret à découvrir. Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil, son esprit s'emballant à la lecture de ce qu'elle venait d'entendre. Une femme décédée, Eleanor Marsh, avait découvert quelque chose sur Edmund Ashworth avant sa mort. Un secret jamais révélé. L'épouse d'un pasteur qui avait passé 3 ans à observer et à attendre la preuve de sa culpabilité. Et puis, le matin du meurtre, Madame Pemberton n'était pas venue préparer le thé. « Monsieur Pemberton, dit lentement Miss Marple, votre femme vous a-t-elle jamais dit qu'elle pensait avoir trouvé les preuves qu'elle cherchait, qu'elle avait enfin découvert ce qu'Eleanor Marsh savait? » Le visage du vicaire devint livide. « Comment avez-vous? » ?»« Oui, la semaine dernière. Elle m'a dit avoir trouvé quelque chose. Une lettre, cachée dans un livre que M. Ashworth avait donné à la bibliothèque paroissiale. Elle a dit que cela prouvait ce qu'Eleanor soupçonnait, qu'Edmund Ashworth était responsable de quelque chose de terrible. Elle a dit qu'elle allait le confronter. Quand? Jeudi soir. Elle comptait aller à Gossington Hall après le dîner et lui montrer la lettre. Elle a dit qu'il devrait répondre de ses actes. Jeudi soir? Répéta Miss Marple. Mais M. Ashworth est décédé mardi matin. Le vicaire acquiesça, le visage toujours pâle. Oui, je ne comprends pas. Elle avait la lettre, elle allait le confronter. Mais elle est tombée malade mardi matin. Et jeudi, elle était trop faible pour bouger. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Miss Marple avait compris. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Madame Pemberton avait trouvé la lettre, la preuve d'un crime ancien, et elle comptait s'en servir pour anéantir Edmund Ashworth. Mais quelqu'un l'avait tué avant.
quelqu'un qui savait qu'elle avait trouvé la lettre et qui voulait provoquer une confrontation avant qu'elle ne révèle sa découverte. Ou quelqu'un qui avait tué Edmund Ashworth pour des raisons totalement différentes et qui avait utilisé la lettre comme une arme commode pour détourner les soupçons. Lady Ashford. C'était forcément Lady Ashford. Elle s'était disputée avec son mari la veille de sa mort. Elle était l'héritière de tout. Elle avait eu l'occasion d'empoisonner le thé. Et maintenant que la lettre avait été retrouvée, une lettre qui révélait apparemment quelque chose d'horrible sur son mari. Son mobile était encore plus fort. Elle avait non seulement des raisons financières de vouloir sa mort, mais aussi des raisons liées à ce vieux secret. La jeune épouse qui avait épousé un homme au passé trouble, celle qui aurait pu découvrir la lettre elle-même, ou qui en aurait entendu parler par Madame Pemberton, ou qui pressentait tout simplement que son mari n'était pas celui qu'il prétendait être. Edmund Ashworth n'était pas un homme bon, semblait-il. Il avait commis un acte terrible 25 ans auparavant, qu'Eleanor Marsh avait découvert, et Eleanor était morte, et le secret était resté enfoui jusqu'à présent. Et maintenant, Edmund Ashworth était mort, sa femme avait tout hérité, et la lettre était en possession de la femme d'un vicaire qui était trop malade pour en parler. Miss Marple se leva de sa chaise. « Merci, Monsieur Pemberton, vous m'avez été d'une grande aide. » « Miss Marple ?» Le vicaire se leva et lui prit la main. « Je vous en prie, vous ne devez révéler à personne ce que je vous ai dit. La réputation de ma femme. La réputation de votre femme est bien le cadet de nos soucis pour le moment. Un homme est mort, et je crois savoir qui l'a tué. Mais je dois en être certain avant de dire quoi que ce soit à l'inspecteur Bacon. » Elle quitta le presbytère, convaincue de sa culpabilité. Lady Ashford était la meurtrière. Aucune autre explication ne correspondait aux faits tels qu'elle les comprenait. Elle s'était disputée avec son mari la veille de sa mort. Elle avait eu l'occasion d'empoisonner le thé. Elle allait hériter de tout. Et elle avait accès à la lettre trouvée par Madame Pemberton, une lettre qui révélait apparemment le sombre secret d'Edmund Ashworth, un secret si accablant que sa découverte aurait pu pousser Lady Ashford au meurtre. L'affaire était résolue. Miss Marple en était presque certaine. Presque, mais pas tout à fait. Quelque chose la tracassait encore. Quelque chose concernant l'agencement du salon. Quelque chose concernant la théière sur le buffet. Quelque chose concernant la façon dont la gouvernante avait décrit la préparation du thé, puis son dépôt sur le buffet pour que quelqu'un d'autre le serve. Madame Hartwell, la gouvernante dévouée, celle qui avait préparé le thé le matin du meurtre, car Madame Pemberton était malade. Madame Hartwell, qui était dévouée à Lady Ashford. Miss Marple sentit un frisson glacial la parcourir. Et si Lady Ashford n'avait pas empoisonné son mari elle-même? Et si elle avait demandé à Madame Hartwell de le faire? Et si la gouvernante, par dévotion envers sa maîtresse, avait accompli l'acte terrible que Lady Ashford n'avait pu commettre de ses propres mains? Et si Madame Pemberton avait découvert cela? Et si elle avait trouvé la lettre qui prouvait la culpabilité de Lady Ashworth? Non pas pour l'ancien crime, mais pour le nouveau. Et si elle avait confronté quelqu'un avec cette lettre et que cette personne l'avait rendue malade au point de la rendre muette? L'affaire était plus complexe que Miss Marple ne l'avait imaginé. Lady Ashford n'était peut-être pas la meurtrière elle-même, mais elle pouvait être à l'origine du meurtre. Et Madame Hartwell, dans son dévouement, avait peut-être commis un acte terrible. Miss Marple devait réfléchir. Elle devait réexaminer tous les éléments de preuve depuis le début, à la lumière des nouvelles informations qu'elle venait de recevoir. Mais sa théorie désignait toujours Lady Ashford comme la principale responsable de la mort de son mari. Qu'elle ait commis l'acte elle-même ou qu'elle l'ait ordonné, c'était elle qui avait le mobile, l'opportunité et le pouvoir d'obtenir la dévotion d'autrui. L'affaire était résolue. Presque. Mais Miss Marple voulait en être certaine avant de faire part de ses conclusions à l'inspecteur Bacon. Le lendemain matin apporta un nouvel élément.
Le docteur Whitmore, le médecin du village, rendit visite à Miss Marple avec des nouvelles qui allaient tout changer. « Madame Pemberton est décédée », annonça-t-il sans préambule. « Elle est morte dans la nuit. D'une crise cardiaque, apparemment, même si cette explication ne me convainc pas entièrement. » Miss Marple sentit le monde se dérober sous ses pieds. Morte? Mais elle était seulement malade. On peut mourir très vite d'un arrêt cardiaque. Ce n'est pas rare en cas de choc grave ou d'épuisement. Elle était déjà affaiblie par sa maladie. La pression, enfin de tout cela, a peut-être été trop forte pour elle. L'inspecteur Bacon voudra être mis au courant. L'inspecteur Bacon a déjà été informé. Il était là il y a 1 heure et m'a posé des questions sur ma patiente. Il voulait savoir si je pensais que la maladie de Madame Pemberton était réelle ou simulée. Je lui ai dit qu'elle était réelle. Les symptômes correspondaient à un épuisement nerveux sévère. Mais maintenant qu'elle est décédée, j'imagine qu'il aura de nouveau des questions. Y aura-t-il une enquête? Probablement. En cas de mort subite, il y a toujours une enquête. Mais je doute qu'il trouve quoi que ce soit de suspect. Madame Pemberton était une femme très stressée. Son cœur a lâché. C'est une tragédie, mais pas un crime. Pas un crime. Mais Miss Marple s'interrogeait. Une femme qui en savait trop, qui avait découvert les preuves d'un terrible secret, qui comptait confronter le responsable. Et maintenant, elle était morte. Non pas assassinée, selon le docteur Whitmore, mais morte à un moment bien opportun. Coïncidence? Pensa de nouveau Miss Marple. Ou autre chose. Madame Pemberton a-t-elle dit quelque chose avant de mourir? Quelque chose à propos de la lettre ou à propos de la mort de M. Ashworth? À la fin, elle était incapable de parler. Son mari a dit qu'elle avait alterné entre conscience et inconscience pendant des jours. Elle savait peut-être qu'elle allait mourir. Docteur Whitmore, M. Ashworth vous a-t-il déjà parlé d'Eleanor Marsh? Le docteur se figea. C'était un homme imposant, au visage rougeau et à l'allure habituellement enjouée. Mais à présent, sa gaieté avait complètement disparu. « Comment connaissez-vous Eleanor Marsh ?» Le vicaire me l'a dit. Il a dit que Madame Pemberton était une amie d'Eleanor et qu'Eleanor avait découvert quelque chose à propos d'Edmund Ashworth avant de mourir. Quelque chose de terrible. Je vois. Le docteur Whitmore s'assit lourdement, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Oui, Eleanor. Je me souviens d'Eleanor. Vous la connaissiez? Je la connaissais. C'était une jolie fille, gentille et douce. Tout le monde l'aimait bien. Elle allait épouser Edmund, et tout le monde pensait qu'ils seraient heureux ensemble. Mais elle est morte. Edmund a quitté le village, et c'était tout. Mais elle n'est pas morte par accident, n'est-ce pas? Elle a découvert quelque chose à propos d'Edmund, et c'est pour cela qu'elle est morte. Le docteur Whitmore garda le silence un long moment. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix n'était qu'un murmure. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Eleanor, personne ne le sait. Mais je sais qu'Edmund Ashworth n'était pas l'homme que l'on croyait. Je sais qu'il avait des secrets, et que ces secrets étaient sombres. Et je sais que lorsqu'Eleanor commença à découvrir la nature de ses secrets, elle fut terrifiée. Peur d'Edmund. Effrayée par ce qu'il pourrait faire, elle est venue me voir un jour, environ 2 semaines avant sa mort. Elle était pâle et tremblante, et elle m'a dit avoir trouvé quelque chose dans les papiers d'Edmund. Quelque chose qui prouvait qu'il avait commis un acte terrible des années auparavant. Elle ne savait pas quoi faire, s'il fallait le confronter ou aller à la police. Que lui avez-vous conseillé? Je lui ai dit d'être prudente. Edmund était puissant, même à l'époque. Il avait des relations. Si elle l'accusait de quelque chose sans preuve solide, elle risquait d'être ruinée à sa place. Je lui ai conseillé d'attendre, de rassembler davantage de preuves, d'être certaine avant d'agir. Mais elle n'a pas attendu. Non, elle a trouvé autre chose. Un morceau de papier qui, selon elle, prouvait tout
et elle allait le montrer à Edmund. Elle allait lui donner l'occasion de s'expliquer, disait-elle. Et puis elle est morte, et Edmund a quitté le village, et le secret est resté enfoui. Jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, jusqu'à ce que Madame Pemberton trouve la lettre et projette de la montrer à Edmund. Mais Edmund est décédé avant. Miss Marple comprenait désormais clairement le schéma. Eleanor Marsh avait découvert le secret d'Edmund Ashworth 25 ans auparavant, et elle était morte avant de pouvoir le révéler. Madame Pemberton avait trouvé une lettre, peut-être la même qu'Eleanor, et avait prévu de s'en servir contre Edmund. Mais Edmund était mort avant qu'elle ne puisse le confronter. Et maintenant, Madame Pemberton était morte, la lettre était perdue, et le secret était à nouveau enfoui. Mais Lady Ashford était toujours en vie. Lady Ashford avait tout hérité. Et Lady Ashford, Miss Marple en était de plus en plus certaine, était celle qui avait tué son mari, soit de ses propres mains, soit par l'intermédiaire de la dévouée, Madame Hartwell. L'affaire était résolue. Miss Marple en était désormais certaine. Mais elle souhaitait un élément de preuve supplémentaire avant de se rendre chez l'inspecteur Bacon. Elle voulait comprendre précisément comment le poison avait été administré, par qui, et si Madame Hartwell y avait été impliquée d'une quelconque manière. Elle est allée à Gossington Hall. La gouvernante reçut Miss Marple dans le réfectoire des domestiques, une grande pièce à l'arrière de la maison qui embaumait la cire d'abeille et le thé rance. Madame Hartwell était une femme mince d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en un chignon strict et au regard perçant. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait appris à dissimuler ses pensées derrière un masque de compétences professionnelles. « Madame Hartwell, » commença Miss Marple, « je me demandais si je pouvais vous poser quelques questions sur la matinée du décès de Monsieur Ashworth. »« Bien sûr. » La voix de la femme de ménage était calme, mais une certaine méfiance se lisait dans son regard. « J'ai déjà tout dit à la police. »« J'en suis certaine. Mais je ne suis pas de la police et je m'intéresse à d'autres choses. » Miss Marple marqua une pause. « Vous êtes la gouvernante de Lady Ashford depuis 2 ans. Je crois comprendre que vous lui êtes dévouée. Je fais mon devoir. Votre devoir. Oui, c'est une façon très précise de le décrire. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Madame Hartwell, je voudrais vous poser une question, et je veux que vous me répondiez honnêtement. Croyez-vous que Lady Ashford ait tué son mari ?» La gouvernante pâlit. Un instant, son sang-froid professionnel se fissura, et Miss Marple perçut la peur qui se cachait derrière. Puis, le masque revint. « Lady Ashford est une bonne femme, » dit-elle doucement. « Elle n'a pas tué son mari. Mais c'est vous qui avez préparé le thé ce matin-là, c'est vous qui avez laissé la théière sur le buffet. Si quelqu'un a empoisonné ce thé, ça aurait pu être vous. J'ai préparé le thé comme d'habitude, j'ai fait bouillir l'eau, j'ai mesuré les feuilles, j'ai versé l'eau dans la théière et je l'ai laissé infuser. Puis j'ai apporté le plateau au salon et je l'ai posé. Je n'ai pas touché à la tasse. Je n'ai pas touché à la théière après cela. Je me suis occupé de mes autres tâches. »« Et vous n'avez vu personne d'autre près de la salle du matin ?»« Je n'ai vu personne. »« Lady Ashford était dans sa chambre ?»« Oui. Elle n'est descendue qu'à 8h30, lorsqu'elle a trouvé M. Ashworth mort. Le docteur Whitmore n'était pas dans la maison. Le docteur Whitmore n'est pas venu à la maison ce matin-là. Il était venu plus tard, après la découverte du corps. » Miss Marple prit ces informations en considération. La gouvernante avait préparé le thé et l'avait laissé sur le buffet. D'après son récit, personne d'autre n'y avait touché. La tasse et la soucoupe étaient sur le plateau et M. Ashworth s'était servi lui-même. Si le poison se trouvait dans la tasse, il aurait dû y être placé avant que le plateau ne soit apporté au salon. Ou bien le poison se trouvait dans la théière elle-même, ajouté après que la gouvernante l'eût préparé, mais avant que M. Ashworth ne verse le poison. « Madame Hartwell,
demanda lentement Miss Marple. « Quelqu'un est-il venu à la maison ce matin-là, avant que vous ne prépariez le thé? Absolument quelqu'un ?» La gouvernante hésita. Ce ne fut qu'un instant, mais Miss Marple le perçut. Une lueur d'incertitude, un moment où elle se demanda si elle devait parler ou se taire. « Quelqu'un ?» insista Miss Marple. « Il y avait… » La gouvernante s'interrompit. Elle semblait hésiter. Il y avait quelqu'un à la porte. Tôt, avant 6 heures, j'étais dans la cuisine, en train de préparer la bouilloire, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Quand je suis allé voir, je n'ai trouvé personne. Mais il y avait un paquet sur le perron. Un petit paquet, emballé dans du papier kraft. Je l'ai pris et mis de côté, pensant que c'était une commande de M. Ashworth. Quel genre de colis? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai posé sur la table dans le couloir, et il était là quand la police est arrivée plus tard. Et la police l'a retrouvé. Je le crois. Ils ont tout examiné dans la maison. Miss Marple sentit une froide certitude s'emparer d'elle. Un colis, livré tôt le matin, avant que quiconque ne soit réveillé. Un colis que la gouvernante n'avait pas ouvert. Un colis qui aurait pu contenir le poison qui avait tué Edmund Ashworth. « Madame Hartwell, » dit-elle doucement, « avez-vous remis ce colis à quelqu'un? L'avez-vous donné à Lady Ashford, peut-être, ou l'avez-vous déposé quelque part où il pourrait être trouvé? Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Je suggère que le poison pourrait provenir de ce colis, que quelqu'un l'a envoyé, que quelqu'un l'a reçu et que quelqu'un l'a utilisé pour tuer M. Ashworth. Et je suggère que vous en savez peut-être plus à ce sujet que vous ne l'avez dit à la police. » La femme de ménage pâlit. Elle se leva de sa chaise, les mains tremblantes. « Je ne sais rien de ce colis. Je l'ai trouvé, je l'ai mis de côté, la police l'a emporté. C'est tout ce que je sais. » Madame Hartwell, j'ai répondu à vos questions. Je n'en dirai pas plus. La gouvernante se retourna et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. « Mademoiselle Marple, je suis à votre service depuis 30 ans. J'en ai vu des choses. J'ai appris qu'en parler et qu'en me taire. Lady Ashford est une bonne femme. Elle n'a pas tué son mari. Si vous voulez savoir qui est le coupable, cherchez ailleurs. » Elle a quitté la pièce. Miss Marple, assise seule dans le vestibule des domestiques, écoutait les bruits de la maison, le tic-tac des horloges, le cliquetis lointain de la vaisselle, le murmure des domestiques vaquant à leurs occupations, et réfléchissait aux nouvelles informations qu'elle venait de recevoir. Un colis, une livraison matinale, du poison qui aurait pu s'y cacher. L'affaire était résolue. Presque. Mais il manquait encore des éléments. Il restait des questions sans réponse. Lady Ashford était la meurtrière. C'était forcément elle. Mais comment s'était-elle procuré le poison? Qui avait envoyé le colis? Et Madame Hartwell était-elle impliquée? Ou était-elle une simple passante innocente qui avait apporté le colis à sa maîtresse sans en connaître le contenu? Miss Marple devait réfléchir. Elle devait revoir toutes les preuves, depuis le début, et trouver le fil conducteur qui reliait tout. Mais elle était de plus en plus convaincue que Lady Ashford était la solution. La jeune épouse, la suspecte idéale, la femme qui avait tout à gagner et le sang-froid nécessaire pour agir. L'affaire a été résolue, n'est-ce pas? Miss Marple passa les 3 jours suivants dans un état de profonde contemplation. Assise près de sa fenêtre, elle observait le village vaquer à ses occupations et repensait à l'affaire. Elle pensait à Lady Ashford et à ses motivations. Elle pensait au colis arrivé le matin du meurtre. Elle pensait à Madame Hartwell et à son dévouement. Elle pensait à Eleanor Marsh, à la lettre et au secret qui avait disparu avec elle. Elle pensa à la glycine de Gossington Hall, dont les feuilles continuaient de se flétrir, de jaunir sur les bords. Quelque chose la tuait. Quelque chose la tuait à la racine.
et elle pensa à la femme du vicaire, qui avait préparé le thé tous les matins pendant 3 ans et qui ne l'avait pas fait le jour fatal. Non, c'était une erreur. La femme du pasteur n'avait pas préparé le thé ce matin-là, et c'était là l'élément crucial qui expliquait la disparition de Miss Marple. Madame Pemberton avait toujours préparé le thé. Elle l'apportait elle-même, tous les matins à 6h30. Mais le matin du meurtre, elle n'était pas venue. Elle avait fait savoir qu'elle était malade. Pourquoi n'était-elle pas venue? Pourquoi était-elle tombée malade précisément à ce moment-là? La fausse théorie de Miss Marple commença à s'effondrer. Elle avait cru que Lady Ashford était la meurtrière, qu'elle avait empoisonné le thé de son mari, soit directement, soit par l'intermédiaire de Madame Hartwell, et que le colis contenait le poison. Mais à présent, une autre possibilité s'offrait à elle. Une possibilité qui expliquait tout. Madame Pemberton connaissait le secret d'Edmund Ashworth depuis 25 ans. Elle l'avait surveillé pendant 3 ans, attendant des preuves. Et puis, la semaine dernière, elle avait trouvé la lettre qu'Eleanor Marsh avait trouvée 25 ans auparavant, la lettre qui prouvait ce qu'Edmund avait fait. Elle avait prévu de le confronter. Elle devait se rendre à Gossington Hall jeudi soir et lui montrer la lettre. Mais elle tomba malade mardi matin et n'y alla jamais. Pourquoi? Pourquoi était-elle tombée malade? Miss Marple repensa au colis. Le colis arrivait à Gossington Hall le matin du meurtre. Un colis que Madame Hartwell avait trouvé sur le perron et mis de côté. Et si le colis n'avait pas été destiné à Lady Ashford? Et s'il avait été destiné à Madame Pemberton? Non, cela n'avait aucun sens. Le colis avait été livré à Gossington Hall, où Madame Pemberton ne s'était jamais rendue. Sauf si... Miss Marple sentit que tout s'emboîtait parfaitement. Non pas avec Lady Ashford au centre, mais avec quelqu'un d'autre. Celui qui avait envoyé le poison. Celui qui avait tué Edmund Ashworth, non pas pour de l'argent ou un héritage, mais pour des raisons liées à Eleanor Marsh et au secret resté enfoui pendant 25 ans. Le vicaire, le révérend Harold Pemberton. Il connaissait Eleanor. Sa femme était amie avec elle. Il savait depuis des années que sa femme surveillait Edmund Ashworth, attendant des preuves. Et lorsqu'elle aurait trouvé ces preuves, la lettre, il aurait su qu'elle comptait le confronter. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose avait poussé Pemberton à agir avant que sa femme ne révèle sa découverte. Quelque chose lui avait fait comprendre qu'Edmund Ashworth devait mourir avant que le secret ne soit dévoilé. Pourquoi? Quel secret valait la peine de tuer pour cela? Miss Marple repensa à la lettre. Eleanor Marsh l'avait trouvée 25 ans auparavant. Elle avait découvert quelque chose de terrible à propos d'Edmund Ashworth. Quelque chose qui le rendait inapte à être son mari. Qu'avait découvert Eleanor? Miss Marple repensa au passé d'Edmund Ashworth. Il était parti à Londres et avait fait fortune dans le transport maritime. Il était retourné dans son village natal et avait acheté le grand manoir. Il était devenu philanthrope, mécène de la paroisse, une figure respectée. Mais derrière cette façade respectable se cachait quelque chose de sombre. Quelque chose qu'Eleanor avait découvert et que quelqu'un avait tué pour l'étouffer. La glycine de Gossington Hall. Ses feuilles se flétrissaient jaunistes malgré les soins attentifs des jardiniers. On avait porté atteinte à la survie même de la plante. Miss Marple songea au jardin. Elle songea aux jardiniers qui les entretenaient. Elle réfléchit à beaucoup de choses. Et tandis qu'elle réfléchissait, sa théorie évolua à nouveau, se reconstruisit, devint quelque chose de nouveau. Pas Lady Ashford, pas le vicaire. Quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui avait toujours vécu au village. Quelqu'un qui avait un lien avec Edmund Ashworth que personne ne soupçonnait. Quelqu'un qui avait une raison de le tuer, raison que même ses proches connaissaient un peu mieux. Miss Marple devait en être certaine.
Elle devait tendre un piège pour confirmer sa théorie avant de présenter ses conclusions à l'inspecteur Bacon. Elle est allée rendre visite au docteur Whitmore. Le docteur l'a reçue dans son cabinet, une petite pièce à l'avant de sa maison où flottait une odeur de savon féniqué et de remèdes à base de plantes. Il paraissait fatigué, remarqua Miss Marple. Il avait assisté à des funérailles ce matin-là, celle de Madame Pemberton, et il était visiblement épuisé par les tensions de la semaine précédente. « Miss Marple ?» dit-il en désignant une chaise. « Que puis-je faire pour vous ?»« J'ai une question à propos d'Eleanor Marsh, » dit Miss Marple. « Vous m'avez dit qu'elle était venue vous voir 2 semaines avant sa mort et qu'elle était effrayée par quelque chose qu'elle avait trouvé dans les papiers d'Edmund. Pouvez-vous me dire exactement ce qu'elle a dit? Ce qu'elle avait trouvé ?» Le docteur Whitmore hésita. « Je ne sais pas si je devrais... » « Je vous en prie, docteur, c'est très important. Je crois savoir qui a tué Edmund Ashworth, mais j'ai besoin d'en être certain. Et je crois que la réponse se trouve dans ce qu'Eleanor a découvert il y a 25 ans. » Le médecin resta silencieux un long moment. Puis il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une petite boîte qu'il posa sur le bureau entre eux. « Eleanor me l'a donnée, » dit-il, « la veille de sa mort. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais le garder précieusement jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de connaître la vérité. » Miss Marple examina la boîte. Elle était en bois sombre, de la taille d'une boîte d'allumettes et munie d'un simple fermoir en laiton. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre-le. » Miss Marple ouvrit la boîte. À l'intérieur, posée sur du velours délavé, se trouvait une petite broche en forme de myosotis, en émail bleu et ornée de minuscules perles fines. C'était une broche de femme, délicate et jolie, qui lui était familière d'une manière qu'elle ne parvenait pas à identifier immédiatement. « Je connais cette broche, » dit-elle lentement. « Je l'ai déjà vue. »« Vraiment? Où ça ?» Miss Marple réfléchit. Où l'avait-elle vue? Pas récemment, pas au village, mais quelque part, il y a longtemps. Puis elle s'en est souvenue. Il appartenait à la mère d'Edmund Ashworth, dit-elle. Edmund me l'a montré une fois. Il m'a dit que c'était un objet de famille, transmis de femme en femme depuis des générations. Il disait le garder en mémoire de sa mère, décédée quand il était enfant. Oui, la voix du docteur Whitmore était grave. Sa mère. Mais Eleanor l'a trouvée parmi les papiers d'Edmund, le matin où elle est venue me voir. Elle a dit que cela prouvait qu'Edmund avait menti sur sa famille. Il avait dit à tout le monde que sa mère était morte quand il était enfant, mais la broche était manifestement beaucoup plus récente qu'elle n'aurait dû l'être si elle avait appartenu à une femme décédée 40 ans auparavant. Miss Marple comprit. Eleanor avait trouvé des preuves qu'Edmund avait falsifié son histoire familiale, que sa mère n'était pas morte quand il était enfant. Oui, et elle pensait, c'était sa théorie, que la véritable raison de cette falsification était bien plus sombre, que peut-être la mère d'Edmund n'était jamais morte, qu'elle avait peut-être été envoyée loin, cachée, arrachée à sa vie à cause d'un acte terrible qu'elle avait commis ou d'un acte terrible qu'on lui avait fait. Ou quelque chose qu'Edmund avait fait. Oui, ou quelque chose qu'Edmund avait fait. Miss Marple regarda de nouveau la broche. Un myosotis. Une fleur qui symbolisait le souvenir. Et pourtant, Edmund Ashworth, qui conservait cette broche cachée parmi ses papiers, avait apparemment effacé de sa vie le souvenir de sa propre mère. Qu'est-il arrivé à sa mère, docteur? Le savez-vous? Non, je n'ai jamais su. Mais j'ai des soupçons. Quels sont-ils? Le docteur resta silencieux. Puis il parla, d'une voix à peine audible. Je pense qu'Edmund Ashworth a tué sa mère, Miss Marple. Je pense qu'il lui a fait subir un acte terrible, qu'il a dû le cacher et qu'il a bâti toute sa vie autour de ce secret. Et quand Eleanor a commencé à découvrir la vérité, elle a dû mourir. Vous croyez qu'Edmund a tué sa propre mère?
Je pense que c'est possible. Je pense même que c'est plus que possible. Et je pense qu'Eleanor, lorsqu'elle a trouvé cette broche, a trouvé le premier élément de preuve qui a confirmé ses soupçons. Mais Eleanor est décédée avant d'avoir pu le dire à qui que ce soit, et le secret est resté enfoui pendant 25 ans. Jusqu'à présent. Jusqu'à ce que Madame Pemberton trouve une lettre parmi les papiers d'Edmund, une lettre qu'Eleanor avait dû cacher quelque part, peut-être dans le livre où Madame Pemberton l'a trouvée, une lettre qui décrivait exactement ce qu'Edmund avait fait à sa mère. Et pourquoi? Et maintenant, Edmund est mort. Et Madame Pemberton est morte. Et la lettre est perdue. Je ne l'ai pas perdue. Je l'ai. Miss Marple leva brusquement les yeux. « Vous l'avez » ? Monsieur Pemberton me l'a donnée hier. Il m'a dit que sa femme l'avait cachée avant de mourir et qu'il l'avait trouvée parmi ses affaires. Il ne savait pas quoi en faire, alors il me l'a confiée. Le docteur fouilla de nouveau dans son bureau et en sortit une enveloppe. Je ne l'ai pas lue. Je me suis dit que quelqu'un devrait la lire. Miss Marple prit l'enveloppe. Elle était ancienne, le papier jauni par le temps, l'adresse écrite d'une délicate écriture féminine. Son nom n'y figurait pas, mais elle comprit qu'elle était destinée à celui ou celle qui, un jour, aurait besoin de connaître la vérité. Elle ouvrit la lettre et la lut. Et au fur et à mesure de sa lecture, les dernières pièces du puzzle s'assemblèrent. La lettre d'Eleanor racontait clairement l'histoire. Edmund Ashworth avait grandi avec une mère instable, sujette à des accès de rage violents et qui finit par devenir dangereuse. À 12 ans, sa mère l'avait agressé avec un couteau de cuisine, le blessant grièvement. Edmund s'était défendu et, dans la lutte, sa mère était tombée et s'était cogné la tête sur le sol en pierre. Elle succomba à ses blessures. Terrifié, Edmund avait raconté à tous qu'elle était tombée par accident. Son père, un homme faible qui craignait depuis longtemps la violence de sa femme, avait cru à cette histoire et avait aidé Edmund à dissimuler la vérité. La mère d'Edmund fut enterrée discrètement et son passé violent fut effacé de la mémoire familiale. Mais la vérité, c'est qu'Edmund avait tué sa propre mère. Pas en légitime défense, à proprement parler, mais pas totalement, sans responsabilité non plus. Il s'était défendu avec une violence excessive, elle était morte, et il avait laissé croire à tous qu'il s'agissait d'un accident. Il avait bâti toute sa vie autour de ce secret. Les mensonges sur la mort de sa mère, l'histoire familiale falsifiée, la distance qu'il maintenait avec tous, les murs qu'il avait érigés autour de lui. Ce n'était pas un philanthrope, comprit Miss Marple. C'était un homme hanté par une terrible culpabilité qui tentait de réparer une faute irrémédiable. Et maintenant, quelqu'un l'avait découvert. Quelqu'un avait trouvé la lettre qu'Eleanor avait cachée. Quelqu'un qui avait décidé qu'Edmund Ashworth ne pouvait plus vivre avec ce secret. Miss Marple savait de qui il s'agissait. Elle le savait, elle savait pourquoi, et elle savait ce qu'elle devait faire. Elle est allée voir l'inspecteur Bacon. « Inspecteur, » dit Miss Marple, « je crois savoir qui a tué Edmund Ashworth. Mais d'abord, je dois vous parler d'une conversation que j'ai eue ce matin avec le docteur Whitmore. Il m'a montré une lettre écrite par Eleanor Marsh il y a 25 ans, décrivant ce qu'elle avait découvert sur le passé d'Edmund Ashworth. » Bacon la regarda avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Et que révélait cette lettre? Edmund Ashworth a tué sa propre mère. Ce n'était pas un accident. Il s'est disputé avec elle, elle est morte, et il a étouffé l'affaire. Il a bâti toute sa vie autour de ce secret. Et quand Eleanor Marsh a découvert la vérité, elle est morte, elle aussi. On a conclu à un accident, mais je crois qu'elle a été tuée pour que le secret reste enfoui. Tuée par qui? Par la même personne qui a tué Edmund Ashworth la semaine dernière. La personne qui a découvert qu'Eleanor avait caché cette lettre et qui a décidé que la vérité ne devait pas éclater. Et qui est cette personne, Miss Marple?
Miss Marple regarda l'inspecteur d'un air déterminé. « Dr. James Whitmore. » Le silence qui suivit fut absolu. « Le docteur Whitmore ?» demanda Bacon d'un ton incrédule. « Le médecin du village ?» Mais c'était un ami d'Edmund Ashworth. Ils étaient à l'école ensemble. Il y a longtemps, mais le docteur Whitmore connaissait aussi Eleanor Marsh. Il la connaissait mieux que quiconque. Et je crois qu'il l'aimait. Je crois qu'il l'aimait et qu'il a été anéanti par sa mort. Et je crois qu'il a passé les 25 dernières années à observer Edmund Ashworth, attendant l'occasion de le détruire. Vous insinuez que le docteur Whitmore a tué Edmund Ashworth. Mais comment? Il n'était même pas à la maison ce matin-là. Non, mais il était au village. Il savait quand Madame Pemberton comptait confronter Edmund avec la lettre, et il savait que si elle y parvenait, Edmund serait ruiné. Alors il a agi le premier. Il a envoyé un colis à Gossington Hall, un colis contenant de l'arsenic enveloppé dans du papier brun. Et il a fait en sorte qu'il soit livré tôt le matin, avant que la maisonnée ne soit réveillée. Mais comment l'arsenic s'est-il retrouvé dans le thé? C'est Madame Hartwell qui l'a préparé. Oui, c'est Madame Hartwell qui l'a préparé. Mais elle n'y a pas ajouté le poison. Le poison était dans le colis, et le docteur Whitmore savait exactement quand il serait découvert et comment il serait utilisé, car il avait tout planifié. Je ne comprends pas. Moi non plus, au début. Mais j'ai ensuite compris qu'une autre personne était impliquée. Une personne qui avait accès au colis et qui l'a utilisé pour empoisonner le thé d'Edmund Ashworth. Une personne dévouée à Lady Ashford et prête à tout pour la protéger. Madame Hartwell. Non, pas Madame Hartwell. Miss Marple marqua une pause. Lady Ashford en personne. Bacon la fixa du regard. Lady Ashford? Mais vous venez de dire que le docteur Whitmore était le meurtrier. J'ai dit que c'était le docteur Whitmore qui avait envoyé le poison et qui avait planifié le meurtre. Mais c'est Lady Ashford qui l'a administré. Elle a trouvé le colis, elle l'a reconnu et elle a mis l'arsenic dans le thé de son mari. Elle l'a fait parce que le docteur Whitmore le lui avait ordonné. Lui avoir dit de le faire. Pourquoi le docteur Whitmore? Parce qu'il savait qu'elle avait ses propres raisons de vouloir la mort de son mari. Parce qu'il connaissait son passé. Dans quel passé? Miss Marple prit une profonde inspiration. Lady Ashford n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle ne s'appelle pas Clara Bennett. Son vrai nom est Clara Whitmore. C'est la sœur du docteur Whitmore. La révélation planait dans l'air. Le docteur Whitmore avait une sœur dont personne ne connaissait l'existence, poursuivit Miss Marple. Une sœur qui, enfant, fut placée loin de chez elle après la mort de ses parents, et qui grandit dans des familles d'accueil, se débrouillant tant bien que mal. Elle épousa Edmund Ashworth, non par amour, mais par vengeance, car Edmund Ashworth avait détruit leur famille. Ils ont détruit leur famille. Comment? Il y a 25 ans, Edmund Ashworth s'est retrouvé mêlé à une affaire qui a mal tourné. Il a fait des promesses qu'il ne pouvait tenir, a détourné de l'argent et a ruiné plusieurs familles. Parmi elles, la famille Whitmore. Les parents du docteur Whitmore ont tout perdu, leur commerce, leur maison, leur réputation. Ils sont décédés à 1 an d'intervalle, anéantis par le scandale. Leurs enfants ont été séparés et placés dans différentes familles d'accueil. James, âgé de 17 ans, a réussi à rester au village et est finalement devenu médecin. Mais Clara, qui n'avait que 5 ans, a été envoyée loin de chez elle. Et elle a fini par retrouver son frère. Elle l'a retrouvé il y a 1 an. Elle le cherchait depuis des années, et lorsqu'elle l'a enfin retrouvé, elle a découvert qu'il avait passé sa vie à observer Edmund Ashworth, le haïssant pour ce qu'il avait fait à leur famille. Et elle a découvert qu'il possédait une preuve, la lettre d'Eleanor, qui prouvait qu'Edmund était un meurtrier. Elle l'a donc épousé? Elle l'a épousé.
avec l'accord et le soutien de James. Elle devait être l'instrument de sa perte. Elle devait trouver les preuves, le livrer à la police et assister à sa pendaison pour le meurtre d'Eleanor Marsh. Mais le plan a échoué. Faux comment? Madame Pemberton a trouvé la lettre en premier. Elle comptait confronter Edmond avant que Clara n'ait pu agir. James ne pouvait pas le permettre. Son plan exigeait qu'Edmond soit démasqué comme un meurtrier et non comme l'homme qui avait tué sa mère. La vérité sur la mère d'Edmond ruinerait tout. Elle ferait de lui une figure tragique plutôt qu'un simple criminel. Alors James a envoyé l'arsenic. Il a fait en sorte qu'il soit livré à Gossington Hall le matin du meurtre. Et il a dit à Clara ce qu'elle devait faire. Elle a trouvé le colis, elle a mis le poison dans le thé de son mari et elle l'a vu mourir. Bacon resta silencieux un long moment. Puis il reprit la parole d'une voix grave. « C'est, Miss Marple, c'est une accusation extraordinaire. Vous affirmez que le médecin du village et sa sœur ont conspiré pour assassiner Edmund Ashworth, qu'ils ont utilisé de l'arsenic pour le tuer et ont maquillé le meurtre en quelque chose de complètement différent. Vous affirmez « Je dis que si vous examinez le colis livré à Gossington Hall le matin du meurtre, vous trouverez des preuves de l'implication du docteur Whitmore. Il l'a expédié de son cabinet avec le même papier d'emballage que celui utilisé pour ses fournitures médicales. Le cachet de la poste le confirmera. Et si vous fouillez la chambre de Lady Ashford, vous trouverez le reste de l'arsenic caché dans un endroit qu'elle seule connaît. C'est bien beau tout ça, mais le mobile, Miss Marple. Vous dites que Lady Ashford a épousé Edmund par vengeance, mais vous n'en avez aucune preuve. Vous dites que le docteur Whitmore a comploté avec elle, mais là encore, aucune preuve. Et même si tout cela était vrai, pourquoi l'aurait-il tué? Ils auraient pu simplement révéler les preuves. Ils auraient pu le ruiner sans le tuer. Parce qu'Edmond aurait fait détruire les preuves. Il aurait prétendu que la lettre était un faux. Il aurait engagé des avocats et se serait défendu. Mais mort, il ne pouvait plus se battre. Mort, la vérité a éclaté comme il le souhaitait. Mort, il a payé pour tout ce qu'il avait fait. Et la lettre qu'Eleanor Marsh a écrite, ne prouvait pas qu'Edmund avait tué sa mère. Elle prouvait seulement qu'il avait menti sur sa mort. Non. Mais cela prouvait que c'était un homme qui mentait, qui dissimulait et qui avait bâti sa vie sur le mensonge. Et c'était suffisant. C'était suffisant pour que James et Clara veuillent en sa mort. Bacon regarda Miss Marple avec une sorte d'admiration. Vous avez deviné tout cela. À partir de quoi? Des lettres, de la conversation avec le vicaire, de la visite chez le docteur Whitmore. Par observation, inspecteur, par compréhension de la nature humaine, les gens agissent pour des raisons. Ils cachent des choses, mentent et manipulent. Et quand on comprend pourquoi ils le font, on peut comprendre ce qu'ils ont fait. Vous avez peut-être raison, Miss Marple, je l'espère, mais il me faut des preuves avant de pouvoir procéder à une arrestation. Examinez ensuite le colis. Fouillez la chambre de Lady Ashford. Parlez à la gouvernante du docteur Whitmore, qui pourrait en savoir plus qu'elle ne l'a dit. Et lorsque vous aurez les preuves, vous saurez quoi faire. Les arrestations ont eu lieu cet après-midi-là. Le docteur James Whitmore fut emmené de son cabinet, menotté, le visage pâle mais impassible. Il n'opposa aucune résistance. Il ne protesta pas de son innocence. Il se contenta de regarder Miss Marple, qui se tenait sur la place du village et observait la scène, et d'acquiescer légèrement d'un signe de tête, comme s'il s'y attendait, comme s'il avait toujours su qu'elle finirait par comprendre. Lady Ashford, Clara Whitmore, fut emmenée de Gossington Hall, où elle était assise tranquillement dans le salon, le regard fixé sur le fauteuil où son mari était décédé. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se contenta de regarder Miss Marple.